Bonjour tout le monde, nous sommes réunis aujourd'hui pour écouter Monsieur Sébastien Ferreira qui va nous présenter ses travaux de thèse qui ont été réalisés dans le cadre d'un contrat CIFRE avec l'entreprise Autot. Monsieur Ferreira, vous avez 45 minutes pour nous présenter votre travail et ensuite nous allons vous poser des questions. C'est à vous. Merci. Donc là, on va participer donc à une présentation. Donc, le sujet, c'est prédiction a priori de la qualité de la transcription automatique de la parole par l'analyse de l'environnement sonore. Donc, j'ai été encadré donc, du côté du laboratoire IRIT par Julien Paquier et Jérôme Farinas, qui sont même plus précisément dans l'équipe Samova, qui est une équipe qui s'occupe de tout ce qui est audio et vidéo. Et j'ai aussi été encadré par Stéphane Raban, qui est directeur au niveau de l'entreprise Autot. Et l'entreprise Autot, c'est une entreprise qui fournit un service de transcription automatique et qui fournit une plateforme pour fournir différents services de transcription. Donc, la première chose qu'on pourrait s'intéresser, c'est quels sont en général les intérêts de la transcription d'un fichier audio ou vidéo. Donc, ça a un intérêt donc, pour des notions d'accessibilité aux sourds et aux malentendants. Pour certains organismes publics, c'est même une obligation légale. Ensuite, ça permet d'accroître la visibilité des vidéos. Il faut savoir que 70% des vidéos dans un espace public sont regardées sans le son, par exemple dans le métro. Ça permet aussi de faire plus rapidement des comptes rendus de réunion. C'est utile aussi pour l'archivage, pour pouvoir stocker les vidéos en fonction des domaines et faire de la recherche de vidéos. Et c'est aussi utilisé pour les cours en ligne. Et c'est utilisé dans bien d'autres domaines en général. Mais la transcription des fichiers audio et vidéo a beaucoup d'intérêt. Maintenant, quelles sont les problématiques de la transcription? Donc, premièrement, le volume de données est beaucoup trop important. Donc, pour donner un ordre d'idée, les résultats sur la plateforme YouTube en 2019, à chaque minute, il y a 500 heures de vidéos qui sont rajoutées sur la plateforme. Donc, en fait, le volume de données est tellement important qu'on ne peut pas envisager la transcription faite par des humains pour tous ces volumes-là de vidéos. Donc, en fait, on va devoir forcément recourir à la transcription automatique. Et la transcription automatique, son défaut, c'est qu'elle a des qualités de transcription qui vont être variables. Donc, en fait, la qualité des transcriptions vont varier en fonction de la capture et du stockage audio, de l'environnement sonore. Donc là, l'environnement sonore, ça inclut tout ce qui est bruit, réverbération. En fonction de la personne qui va parler, en fonction de la manière dont la personne va parler, et en fonction aussi du sujet de la conversation, donc tous les aspects linguistiques. Donc en fait, il sera plus facile de transcrire une conversation banale plutôt qu'une conversation de spécialistes, par exemple une conversation entre médecins. Et donc maintenant, on va s'intéresser un peu à la plateforme Autot. Donc en fait, Autot, c'est une plateforme qui fournit donc, différents services, de la retranscription automatique, de la retranscription avec relecture. Alors la relecture, en fait, c'est une correction qui est faite sur une retranscription automatique par des correcteurs qui appartiennent à Autot, enfin qui travaillent chez Autot plutôt. Et ensuite, il y a des services supplémentaires de traduction et de synchronisation et d'incrustation de sous-titres. Donc en fait, un client, quand il arrive, il va déposer un fichier sur la plateforme Autot. Ensuite, il va sélectionner la langue source de son fichier. Donc ici, on voit les langues principales, mais en fait, il y a plus de 30 langues qui sont proposées par Autot. Ensuite, il va donc créer un projet pour mettre ces différents fichiers audio à transcrire. Et ensuite, il va pouvoir choisir s'il désire une correction humaine ou pas. Donc c'est le en dessous, là, c'est le avec relecture. Ça permet en fait de savoir s'il y a une correction humaine ou pas. Sachant que la transcription automatique va coûter moins cher que la transcription humaine. Enfin, si on est dans le cas où le client désire uniquement une transcription automatique, en fait, une fois que son fichier a été transcrit, il peut corriger lui-même sur la plateforme le résultat donc, de cette transcription automatique et ensuite, il va pouvoir l'exporter sous le format qu'il désire. Donc, pour récapituler,
enfin, pour faire un récapitulatif. Donc, il y a un envoi de fichiers sur la plateforme, il y a une transcription automatique qui est utilisée. Donc ensuite, il y a tout un set de systèmes qui soient internes à l'entreprise, donc des systèmes OTOT, ou des systèmes qui pourront venir par exemple de Google ou de Speechmatics. Donc il y a différents systèmes de reconnaissance qui peuvent être utilisés pour la transcription automatique. Et lorsqu'on est dans le cas où le client veut uniquement une transcription automatique, ensuite il va pouvoir le corriger lui-même et l'exporter au format souhaité. Dans le deuxième cas, où il y a une relecture et une correction, le fichier va donc être envoyé à des correcteurs qui vont donc corriger le fichier. Il va être ensuite validé par une équipe afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Et ensuite, il y aura encore une livraison au format souhaité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir c'est que lorsqu'on utilise la transcription automatique et qu'elle est corrigée par des humains, ça permet d'améliorer la productivité de la transcription humaine par 2 par rapport à s'il n'y avait pas eu de transcription automatique avant. Donc, la transcription automatique a un intérêt en fait dans tous les cas. Et c'est sur ce quoi on va se concentrer. Et nous, en fait, ce qu'on va plus précisément chercher à faire, c'est essayer de prédire à quel point la transcription automatique a été efficace ou pas. Donc, à quel point la qualité de la transcription automatique est importante. C'est ce qu'on va chercher à prédire. Donc, concernant la prédiction de la qualité de la transcription, donc en fait, on va avoir différents types de prédictions en fonction du degré de connaissance qu'on a. Donc, on a donc un fichier audio, il va être transcrit par un système de reconnaissance automatique de la parole, et en sortie, on aura une hypothèse de transcription, donc la transcription automatique. On peut par moment aussi disposer de la référence. Si on dispose de toutes les informations, ce qu'on peut faire avec une comparaison entre l'hypothèse et la référence, on peut directement calculer le taux d'erreur mot. Donc ici, c'est noté word error rate, enfin WER pour word error rate. Si maintenant, dans le cas le plus courant, on a le fichier qui a été transcrit automatiquement et qu'on cherche à savoir si cette transcription automatique est fiable ou pas, on va faire une estimation. Et nous, le cas de figure dont on va parler lors de cette soutenance, donc, ça va être la prédiction a priori. C'est donc une prédiction qui se fait avant le décodage. Maintenant, parlons un peu de la granularité des prédictions qu'on a étudiées. On en a étudié 2. Il y a le niveau, enfin l'échelle de prédiction au niveau du document. Donc un document, en fait, c'est ce qu'envoie un client à la plateforme. Donc ça a en général une durée qui va entre 3 minutes et 1 heure. Et le deuxième niveau, ça va être le tour de parole. Donc, le tour de parole, lui, va varier de 3 à 20 secondes. Alors, un tour de parole, en fait, c'est un segment uniforme avec un seul locuteur. Et généralement, en fait, il est segmenté automatiquement. Donc, maintenant, on pourrait se demander quels sont les avantages de la prédiction a priori par rapport à l'estimation qui se fait après décodage. Donc, premièrement, pour l'expérience utilisateur, en fait, ça permet d'informer le client au plus tôt de la qualité de la transcription. Et ça permet aussi, par exemple, avant qu'il paye une transcription automatique, de l'informer, le fichier va être bien transcrit ou le fichier va être mal transcrit. Et ça permet aussi à un client, lorsqu'un client en fait, utilise un service de transcription en pensant qu'il va obtenir de très bons résultats, parce qu'aujourd'hui, c'est assez connu que les systèmes obtiennent de bons résultats. Et ben, si son fichier est de mauvaise qualité, c'est mieux de l'informer que ça ne va pas marcher plutôt que le client soit déçu. Parce qu'un client déçu, c'est un client qui ne reviendra pas sur la plateforme. Donc, c'est très important en fait, d'informer au plus tôt un client. Après, c'est aussi pour des raisons économiques. Donc, en fait, ça permet d'estimer le temps de travail pour les correcteurs humains et le nombre de correcteurs humains affectés à un projet. Ça permet aussi de sélectionner le système de reconnaissance le plus efficace sans les utiliser. Donc, en fait, chez OTAT, on a donc des systèmes internes et des systèmes externes. Et les systèmes externes, en fait, chaque transcription, il faut les payer. Et donc, le fait de ne pas faire tourner les systèmes a un avantage économique. Ça a aussi un avantage écologique parce qu'on ne fait pas tourner de la puissance de calcul pour rien, en fait. Et enfin, pour des raisons pratiques,
c'est que les systèmes de prédiction, a priori, vont fonctionner pour tous les systèmes de reconnaissance automatique de la parole, qu'ils soient internes ou externes, parce qu'en fait, on analyse uniquement le fichier audio. Maintenant, faire une prédiction a priori, ça va quand même ajouter des contraintes. Premièrement, donc, seul le fichier audio peut être analysé. Donc, en fait, on a très peu d'informations à exploiter pour proposer une prédiction. Notre système devra fonctionner sur tous les enregistrements, même ceux qui sont capturés par un seul microphone, parce qu'en fait, on ne sait pas comment le fichier a été capturé par le client. Donc, on n'a aussi pas d'accès à d'autres conditions d'enregistrement telles que la compression ou le débruitage qu'aurait fait un client sur son fichier. Et enfin, il faut que cette prédiction soit rapide à calculer, parce que si c'est trop lent, il y a de moins en moins d'intérêt de prédire avant décodage si le système de prédiction est trop lent. Donc, il faut que ce soit rapide à calculer. Alors, donc là, maintenant, on arrive au plan de cette présentation. Ça a été aussi le plan de mes travaux. Donc, en fait, ici, ce qu'on voit, c'est tous les sous-systèmes un peu qu'on va voir. Donc, nous, ce qu'on s'est concentré, c'est sur l'environnement sonore. Donc, bruit ambiant, réverbération et superposition. Donc, dans superposition, il y a superposition avec musique et avec parole. Et donc, en fait, pour ces 3 cas, on a fait 3 études séparées pour trouver les meilleurs paramètres à extraire afin de mieux représenter à quel point ces conditions vont dégrader la qualité de la transcription sur des systèmes. Et donc là, on va commencer par parler du système de prédiction en général. Donc, un système de prédiction, qui soit avant ou après décodage, ça a toujours la même forme. Donc, il y a une partie d'entraînement où on va avoir des données d'entraînement signal plus hypothèse, plus même des sorties aussi, enfin des informations internes au système de reconnaissance automatique de la parole qu'on peut exploiter. On va extraire des paramètres, on va faire un apprentissage grâce à des taux d'erreur mots qu'on aura préalablement obtenus sur le système. Et ça va nous permettre donc d'entraîner un modèle de régression. Et puis, on a la partie où on va l'utiliser. Donc là, on va l'utiliser sur des données de test. Et on va utiliser le modèle de régression préalablement appris pour prédire le taux d'erreur mot, ou n'importe quelle autre mesure de qualité d'ailleurs. Mais nous, on va vraiment s'attaquer plutôt à la prédiction du taux d'erreur mot. Et en fait, d'ailleurs, si on se place avant décodage, la différence, c'est qu'on ne pourra pas exploiter ni l'hypothèse, ni les informations internes au système de reconnaissance. On pourra exploiter uniquement le signal pour extraire des paramètres. Mais sinon, ça reste globalement le même système de prédiction. Donc, maintenant qu'on a vu comment allait fonctionner notre système de prédiction, on va s'intéresser au système de reconnaissance automatique de la parole qu'on a utilisé pour nos expériences. Donc, les systèmes utilisés, ce sont des systèmes hybrides entraînés avec Caldi, enfin via l'outil Caldi. Et ce sont des DNN HMM qui vont suivre la recette de Karel Vesely. Pour le corpus de parole, on a utilisé le Wall Street Journal. C'est de la parole lue en anglais. Donc, on a utilisé ce corpus-là, premièrement, parce qu'il est beaucoup utilisé dans d'autres expériences. Et deuxièmement, c'est que l'aspect linguistique de ce corpus et le modèle de langage de ce corpus ne va pas trop impacter les résultats. C'est-à-dire que dans des conditions propres, on va toujours avoir de très bons résultats de décodage. Et donc, en fait, lorsqu'on va ajouter du bruit ou de la réverbération ou de la superposition à cette parole, on saura que le taux d'erreur mot qui va croître à cause de ces dégradations vont être majoritairement dus à l'environnement sonore, mais que le taux d'erreur mot d'un fichier ne sera pas dû au modèle de langage. Donc, il fallait un corpus de parole qui soit aussi suffisamment simple, volumineux et qui soit utilisé dans d'autres expériences. Donc, on a utilisé 3 sous-ensembles. Train SI 284 d'une durée de plus de 80 heures pour entraîner les systèmes de reconnaissance automatique de la parole. On a utilisé le sous-ensemble Dev93 d'un peu plus d'1 heure pour entraîner les systèmes de prédiction a priori. Et on a utilisé le sous-ensemble Eval92 pour tester le système de prédiction.
Donc maintenant qu'on a parlé donc, du système de prédiction et des systèmes de reconnaissance automatique de la parole utilisés, on va s'intéresser donc aux trois études qu'on a faites, donc bruit ambiant, réverbération et superposition. Et on va commencer par le bruit ambiant. Donc le bruit ambiant, en fait, c'est un signal en fait, qui va s'additionner à un signal propre. C'est-à-dire qu'en fait, on va capturer le signal de la parole et on va en même temps capturer le bruit ambiant. Et en fait, on appelle souvent ce type de bruit des bruits additifs parce qu'en fait, ça va souvent être modélisé par une addition entre donc signal propre et bruit. Pour vous faire écouter un signal bruité, là. Quote, an eye for an eye, end quote. Donc là, ce bruit-là que vous avez entendu, cette parole bruitée-là, c'est un bruit qui a été fait artificiellement. Et donc, c'est l'addition d'un signal propre et du bruit. Maintenant, l'impact du bruit sur le signal. Donc, à gauche, ce qu'on voit, c'est l'énergie du signal. Donc, c'est noté en tant que log énergie. Et à droite, ce qu'on voit, c'est l'histogramme de cette énergie du signal. Donc, en fait, ce qu'on voit dans des conditions propres, c'est qu'on a un signal qui est bimodal. Donc, en fait, on a deux gaussiennes. La première gaussienne, en fait, ici, va correspondre au silence. Et lorsqu'un fichier est peu bruité, ça correspondra en fait à l'environnement sonore en général. Et la deuxième gaussienne, ici, ça correspond donc à la parole. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que plus un signal est bruité, et plus le mode de l'environnement sonore, enfin, du bruit ou du bruit, va fusionner avec le mode de la parole. Et donc, par exemple, ici, à moins 5 dB, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un signal qui devient unimodal, et donc il devient très difficile de séparer la parole et le bruit. Alors ici, ce qu'on voit, c'est des résultats de taux d'erreur mot en fonction du bruit. Donc, en abscisse, ici, on voit le SNR. Donc, c'est une mesure qui nous permet d'évaluer le niveau de bruit. Donc, plus cette mesure est faible et plus le niveau de bruit est important. Et pour le taux d'erreur mot, plus il est important et plus le fichier est de mauvaise qualité. Donc, pour le taux d'erreur mot, le mieux, c'est d'avoir un score très faible. Ici, donc, on voit les résultats en fonction de différents types de bruits qui ont été regroupés par groupe. Les types de bruits donc, proviennent du corpus NoiseX92. Alors ça, c'est un corpus de bruit militaire. Un corpus de bruit militaire. Et on l'a utilisé parce que ce corpus-là, même si ce sont des bruits de type militaire, il dispose d'une bonne couverture spectrale de tous les types de bruits. Donc, il y a beaucoup de bruits qui sont très différents les uns des autres. Par exemple, on va avoir du bruit de voiture, du bruit à l'intérieur d'usine, du bruit de bubble. On aura aussi des bruits synthétiques comme du white noise et du pink noise. Et c'est un corpus qui couvre assez bien beaucoup de types de bruits. Et là, ce qu'on remarque en fait en termes des résultats, c'est que donc le résultat de décodage, la qualité de la transcription va dépendre du niveau de bruit, mais ça va aussi dépendre du type de bruit qui est utilisé. Donc ici, on voit que par exemple pour un bruit de voiture Volvo, le taux d'erreur mot va rester assez faible, même pour des SNR très importants, alors que pour des types de bruits, ici en marron, comme Babel, comme le Babel noise, le white noise et tous ces types de bruits-là, le taux d'erreur mot va accroître de manière très importante et très vite. Et donc, en fait, finalement, pour caractériser à quel point le bruit impacte la parole, il va falloir qu'on s'intéresse donc au SNR, mais aussi au type de bruit. Alors nous, pour essayer de caractériser ça, ce qu'on a essayé de faire, c'est que plutôt que de faire un système qui va essayer de classifier des types de bruit, on a fait un système, j'ai créé un paramètre qui va chercher à caractériser à quel point la parole et le bruit se superposent dans le signal. Donc pour ce faire, la méthode, c'est qu'on va commencer par extraire un spectrogramme et ensuite, pour chaque bande barque, donc les 18 premières bandes barques, on va extraire un masque binaire qui vont permettre donc d'obtenir un masque binaire pour tout le signal, qui va nous permettre de séparer la parole et le bruit. Et ensuite, sur chaque bande barque du signal séparé, donc pour la parole séparée et le bruit séparé, on va extraire différents paramètres. Donc, et c'est l'ensemble de ces paramètres qui vont créer le paramètre SSF pour Subband Statistical Features. Donc ça, c'est un paramètre que j'ai développé.
Et les informations qu'on extrait, c'est la somme, la moyenne, l'écart type, le kurtosis et les entropies temporelles et fréquentielles. Et ces paramètres donc visent à caractériser la superposition entre la parole et le bruit. Donc, les résultats de la prédiction a priori, donc si on regarde sur une régression linéaire, ici, là, on va comparer les résultats donc, en fonction du SNR, en fonction du SNR par bande, qui va permettre de mieux modéliser la couverture spectrale du bruit, et en fonction de notre paramètre, le SSF. Ce qu'on voit, c'est que notre paramètre fonctionne mieux. Et voilà. Ensuite, on a aussi testé donc, avec une régression qui soit non linéaire. Donc, la régression qu'on a le plus retenue, c'est le multi-layer perceptron, ici noté MLP. Et en fait, on améliore la précision de la prédiction. Donc ici, la prédiction, d'ailleurs, je précise au cas où, MAE, c'est une erreur de prédiction moyenne sur le taux d'erreur mot. Et une autre chose aussi très intéressante, c'est que notre méthode peut être complémentaire aux méthodes d'estimation qui sont faites après décodage. Donc, on a utilisé un outil qui s'appelle Transcreator, qui fait une prédiction après décodage de la qualité de la transcription en exploitant beaucoup le texte, des informations donc textuelles. Et ce qu'on remarque, c'est que donc, Transcreator obtient ici un score de 12,40. Notre méthode, on voit qu'elle obtient donc 8,28. Mais c'est surtout que l'addition de ces deux méthodes, donc ici c'est une concaténation de paramètres qui est faite, et ben ça permet d'accroître encore la précision de la prédiction. Donc c'est-à-dire que les travaux qu'on est en train de faire ici que sur du a priori, on pourra quand même les exploiter sur des méthodes après décodage parce que nos paramètres acoustiques vont être efficaces. Donc ici on voit des résultats en fonction de la granularité. Donc ici, en fait, on a simulé des documents en concaténant des tours de parole qui sont donc dans les mêmes conditions et pour le même locuteur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que notre prédiction va s'améliorer en fonction du nombre de tours de parole utilisés. Donc, ce qu'on remarque, c'est que vers 5 tours de parole, donc 5 tours de parole, ça correspond à environ 40 secondes d'audio. Et ben, notre prédiction, notre erreur de prédiction est beaucoup plus faible. La deuxième chose aussi qu'on remarque, qu'on affiche ici, c'est que la prédiction du phonème error rate est bien plus précise que la prédiction du taux d'erreur mot. Ça vient du fait que les erreurs provoquées par le modèle de langage, que nous, dont on ne peut pas caractériser quoi que ce soit sur le modèle de langage, vu qu'on fait un système de prédiction avant décodage, ben, le phonème error rate est en fait beaucoup plus lié à l'acoustique que le taux d'erreur mot. Et c'est pour ça qu'en fait, on a un résultat qui est plus précis au niveau des phonèmes. Donc, ce qu'on a vu donc, sur le bruit ambiant, c'est j'ai proposé un nouveau paramètre que j'appelle SSF. J'ai montré que la méthode était plus efficace que d'autres méthodes de l'état de l'art. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que la méthode est complémentaire à d'autres méthodes d'estimation qui sont faites après décodage. Alors maintenant, on va s'intéresser au cas de la réverbération. Donc la réverbération, je vais faire écouter un fichier. Quote, an eye for an eye, end quote. Donc ici, c'est une réverbération par rapport au corpus que j'ai utilisé, qui est condition moyenne, on va dire. Ce n'est pas la condition la plus importante de réverbération qui a été étudiée. Donc pour la réverbération, si on regarde un signal propre, ici on voit un premier phonème et un deuxième phonème. Et en fait, dans des conditions réverbérées, on va avoir la réverbération du premier phonème qui va être superposée avec le deuxième phonème. Donc en fait, la réverbération, ça va toujours provoquer une superposition entre phonèmes. On pourrait aussi parler de chevauchement entre phonèmes. Et c'est ce chevauchement-là qui va poser beaucoup de difficultés au système de reconnaissance automatique de la parole. Donc, ici, j'ai représenté sous forme de schéma l'impact que la réverbération a et les problèmes que ça pose au système de reconnaissance. Donc, ici, imaginons qu'on ait un phonème P1, P2, P3, P4 et P5. Ensuite, avec la réverbération, il va y avoir donc des superpositions entre phonèmes. Donc ici, on va réavoir P1 qui va être tout seul au départ. Puis, on va avoir la réverbération du phonème P1 noté R1 et le phonème P2. Puis, on aura le phonème P2, etc.
Donc, on va avoir des instants où il y aura 2 phonèmes en même temps. Et par exemple, ici, c'est un résultat que pourrait faire un décodage par un système de reconnaissance automatique de la parole. Et ce qu'on a remarqué en général sur ces décodages, c'est qu'il y a un allongement de la durée des phonèmes. Le temps des phonèmes tend à devenir similaire et les phonèmes les plus courts sont supprimés. Donc ici, dans l'exemple que j'ai montré, on peut voir que le phonème P3 a été supprimé. Et en fait, il a été supprimé parce que le phonème P3 était présent tout seul, sans réverbération d'autres phonèmes, pendant trop peu de temps pour le système de reconnaissance. Généralement, toutes ces erreurs-là proviennent du fait qu'un système de reconnaissance, il ne peut décoder qu'un seul phonème par trame, alors que la réverbération provoque de la superposition. Donc ensuite, pour travailler sur la superposition, j'ai créé un nouveau paramètre qui s'appelle, que j'ai appelé Excitation Behavior, donc on dira plutôt la mesure EB. Donc ce paramètre-là, il va fonctionner en 3 étapes. Premièrement, on va sélectionner des fenêtres voisées. Deuxièmement, on va extraire le résidu de la prédiction linéaire. Donc en fait, c'est l'erreur d'un modèle autorégressif. C'est la raison aussi pour laquelle on fait une sélection des fenêtres voisées au préalable. Et enfin, on va calculer une valeur statistique basée sur des ratios entre les percentiles sur ce résidu de prédiction linéaire. Donc pour la sélection des fenêtres voisées, j'ai utilisé une méthode assez simple. C'est une comparaison entre l'énergie et le ZCR. Donc il y a des méthodes qui seraient sûrement plus précises, mais l'avantage de cette méthode, c'est surtout qu'elle est très rapide en temps de calcul et les résultats obtenus sont satisfaisants pour la suite de notre méthode. Ensuite, on va donc extraire les résidus de la prédiction linéaire sur les signaux. Donc ici, j'ai montré un cas où un signal est propre et un cas où un signal est réverbéré. Donc c'est la même portion de signal sur le même signal. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des différences. Sur le signal propre, dans le résidu de la prédiction linéaire, en fait, on va observer des pics qui correspondent à l'impulsion glottale et ensuite le reste qui correspondra à l'excitation. Et en fait, on voit qu'il y a quand même de grosses différences entre un signal propre et un signal réverbéré. Et c'est ce qu'on va essayer c'est ce qu'on va exploiter. On va exploiter ces phénomènes de différence. Et après, ces phénomènes de différence, là, je passe les détails des calculs, mais on en a créé une mesure qui, donc, un résultat de ratio entre percentiles extrait de ce signal. Mais ce qu'on a cherché à exploiter, ouais, c'est vraiment cette différence entre impulsion glottale et excitation. Ensuite, si on regarde les résultats de cette mesure EB en fonction de différentes conditions de réverbération, donc pour les conditions de réverbération, on a utilisé des réponses impulsionnelles qui proviennent du Reverb Challenge. Et en fait, dans ce corpus, en fait, il y a différentes tailles de salles d'enregistrement et différentes distances au microphone. Donc ici, en fait, on voit que notre résultat d'excitation behavior est plutôt bien corrélé au taux d'erreur mot, mais aussi aux conditions de réverbération. Et donc ça, c'est un résultat assez intéressant, c'est qu'on a une bonne corrélation. Maintenant, si on s'occupe de faire la tâche donc, de la prédiction a priori des fichiers grâce à notre paramètre excitation behavior, donc ce paramètre-là, d'ailleurs, c'est un paramètre unique, c'est une unique valeur pour chaque fichier. Donc, on a fait la prédiction a priori, on l'a testé en fonction de différentes autres méthodes qui proviennent de l'état de l'art. Et en fait, on voit que notre paramètre est bien plus efficace que les autres méthodes pour prédire, pour faire de la prédiction a priori. Ce qu'on remarque aussi, c'est que pour environ 8 tours de parole, 8 tours de parole, c'est environ 1 minute d'audio, on obtient des résultats très satisfaisants, surtout par rapport aux autres méthodes. Donc là, ce qu'on a vu sur notre étude sur la réverbération, donc on a étudié l'impact de la réverbération globalement, ce qu'elle fait sur les systèmes de reconnaissance automatique de la parole. J'ai proposé un nouveau paramètre qui s'appelle l'excitation behavior et j'ai montré que ce paramètre était plus efficace que d'autres méthodes de l'état de l'art. Donc maintenant, on va s'intéresser à la superposition. Donc ça va être la superposition avec la parole et avec la musique. Donc, les différents cas de superposition, c'est paroles superposées à la musique. Soit la musique est présente dans l'environnement et elle est capturée par le microphone, soit la musique va être mixée. Par exemple, dans le cas des reportages, ça arrive assez souvent. Et pour la parole superposée à la parole, on va avoir les mêmes choses. Soit la parole va être présente dans l'environnement, soit la parole va être mixée. Par exemple, on a le cas du voice-over. Donc, le voice-over, en fait, c'est
c'est les situations où en fait, on a par exemple un reportage en anglais, la voix en anglais va être diminuée en termes de volume et va y avoir la traduction en français qui va être ajoutée par-dessus. C'est ces exemples-là qui correspondent donc au voice-over. Donc, pour essayer de caractériser ces phénomènes de superposition, là, on a extrait plusieurs paramètres. Donc, on a extrait la modulation de l'entropie, des différentes mesures qui vont être liées à la fréquence fondamentale, que nous, on a extrait grâce à l'outil Reaper. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le ratio de voisement, l'écart entre la moyenne et la médiane, la mesure du test deep. Donc, le test deep, c'est une mesure en fait, qui va tester à quel point une distribution elle est unimodale. On va aussi observer la variance des valeurs de F0. On va calculer aussi la moyenne de l'harmonicité, donc ici qui est calculée uniquement sur les segments où il y a du F0, ou enfin de la fréquence fondamentale. On a aussi extrait les valeurs d'excitation behavior qu'on a utilisées pour la réverbération. Et enfin, j'ai créé deux mesures qui sont issues du suivi de partiel. Donc normalement, c'est utilisé par la musique, mais ça fonctionne aussi plutôt bien pour la parole. Donc ici, par exemple, on voit le suivi de partiel pour un cas de signal sans superposition et avec superposition. Et en fait, on remarque deux choses principalement. C'est premièrement, lorsqu'il y a une superposition, il y a une densité de segments plus importante. Et deuxièmement, c'est que les segments sont beaucoup plus proches les uns des autres. Il y a beaucoup plus de phénomènes d'intersection et des segments très proches. Et ça, j'ai créé donc deux paramètres, chacun pour extraire une information donc, sur la densité et sur la proximité. Après, pour donner une idée aussi des résultats de décodage qu'on obtient avec de la musique superposée, donc, ce qu'on remarque, c'est que le résultat va varier en fonction du niveau de bruit et aussi en fonction de la musique utilisée. Donc, un peu comme pour le bruit, ça dépend donc du SNR et du type de musique utilisée. Donc ici, je vais vous faire écouter un exemple. Quote, an eye for an eye, end quote. Aussi, la chose qu'on remarque, c'est que finalement, la qualité de la transcription elle va être assez peu affectée par la musique superposée comparée à ce qu'on va voir après, la parole superposée. Donc, pour le cas de la parole superposée, donc là, l'impact va être beaucoup plus important. Ça va aussi varier en fonction du niveau de bruit qui est utilisé. Et ce qu'on a aussi remarqué, c'est que ça va aussi dépendre de quel sexe est le locuteur principal et de quel sexe est le locuteur qui est utilisé pour la superposition. Donc, en fait, le meilleur cas de figure, c'est donc pour un locuteur homme et une superposition femme. Et généralement aussi, ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'il y a une superposition avec une parole de femme, et ben, en fait, les résultats vont être fortement dégradés. Après, sachant qu'on a utilisé 6 locuteurs pour la superposition et qu'on en a 8 pour le locuteur principal, je ne sais pas encore si ces résultats sont complètement probants, mais en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué ça. Maintenant, pour faire écouter un exemple de parole superposée. Ask the girl. And Quote, immediately ring an the eye doorbell. for an eye, I'm in end quote. inquiries as to where Polly. Ask the girl. Maintenant, si on s'intéresse donc à faire une prédiction a priori grâce au set de paramètres qu'on a utilisé pour la parole et pour la musique superposée, ce qu'on remarque, c'est que la musique superposée est bien mieux prédite que la parole superposée. Ce qu'on remarque aussi, c'est que pour environ 9 tours de parole, le résultat va être très bon. Donc 9 tours de parole, c'est environ 1 minute 7 d'audio. Et voilà. Donc, pour l'étude sur la superposition, on a proposé donc une étude originale de la superposition, parce que la superposition de parole, parole-parole et parole-musique, ce sont des choses qui sont assez peu étudiées en général. J'ai créé deux nouveaux paramètres qui exploitent le suivi de partiel. Et j'ai aussi utilisé des paramètres qui, à la base, n'étaient pas spécifiques à cette tâche. Par exemple, la modulation de l'entropie, qui est à la base utilisée pour faire de la classification parole, musique, bruit.
en l'utilisant pour faire de la prédiction, c'est un très bon paramètre, par exemple. Donc maintenant qu'on a vu toutes les tâches, tous les phénomènes d'environnement sonore séparément, maintenant on va s'attaquer à tous ces phénomènes en même temps. Et donc on va s'attaquer à des conditions réelles. Donc on rentre dans les conditions réelles, le contexte industriel. Donc maintenant, c'est-à-dire que le système de reconnaissance utilisé, c'est le système de reconnaissance OTOT. Le langage d'ailleurs sur lequel on va décoder, ça sera plus de l'anglais, maintenant ça va être du français. Et autre phénomène aussi, c'est qu'on va avoir tout ce qui va dégrader les taux d'erreur mots vont être présents en même temps. C'est-à-dire qu'on aura ce qu'on a étudié précédemment, l'environnement sonore, mais on va aussi avoir des problèmes liés aux locuteurs, aux accents, liés à l'aspect linguistique. On va avoir tous ces phénomènes en même temps. Donc, pour travailler donc, sur le contexte industriel, on a créé des données d'entraînement alors qu'ont été sélectionnées automatiquement. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, c'était d'équilibrer en termes de taux d'erreur mot le résultat que ça obtenait en termes de taux d'erreur mot. Ça nous donne environ 16h30 pour 5 conditions. D'ailleurs, en termes de volume horaire, on revient à peu près à peu près 80 heures. Et pour les données de test, là, par contre, elles ont été sélectionnées manuellement. Pareil, c'est équilibré aussi en termes de taux d'erreur mot. Et c'est aussi équilibré en termes il y a autant de données propres que de données bruitées, que de données réverbérées, que de données avec de la musique superposée et de données avec de la parole superposée. Et c'est pour ça qu'on l'a sélectionné manuellement pour les données de test. Une autre chose aussi qu'on va devoir faire maintenant qu'on travaille sur un contexte réel, c'est que là, le fichier audio qu'on va chercher à prédire, on aura uniquement le fichier audio. On n'aura plus de segmentation comme on pouvait l'avoir sur les corpus expérimentaux qu'on avait fait avant. Donc, en fait, on va devoir utiliser une segmentation automatique. Donc, plutôt que d'utiliser tout un algorithme de segmentation automatique qui pourrait prendre du temps et qui pourrait aussi faire des erreurs, on a plutôt fait un système plus simple où en fait, on va découper tout simplement en fenêtres de 10 secondes le signal. Et sur chacune de ces fenêtres de 10 secondes, on va appliquer tout le processus, c'est-à-dire extraction de paramètres, régression, prédiction du taux d'erreur mot. Et une fois qu'on aura obtenu toutes ces prédictions sur chaque segment, on va calculer la moyenne de toutes ces prédictions. Et c'est cette moyenne qui correspondra au taux d'erreur mot du document audio qu'on prédit. Maintenant, sur les résultats de la prédiction a priori, donc pour faire un rappel des résultats qu'on avait obtenus de manière expérimentale précédemment, au niveau du document, pour le bruit, on obtenait 4,51. On avait un score un peu moins précis pour la réverbération, beaucoup plus précis pour la musique superposée et beaucoup moins précis pour la parole superposée. Mais voilà une idée des scores qu'on avait. Maintenant, les scores qu'on obtient en conditions réelles avec les données OTOT sont de 8,28 de moyenne d'erreur. Après avoir obtenu ces résultats, j'ai analysé de manière précise les fichiers qui avaient des erreurs. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose. En général, sur les documents propres, sans bruit, on va avoir un taux d'erreur mot qui va aux alentours de 10. Et ensuite, on va avoir aussi des documents avec un accent très prononcé, très audible. Et sur ces fichiers-là, où il y a un accent très audible, mais qui sont dans des conditions propres, le système va prédire 10 de taux d'erreur mot, sauf que le taux d'erreur mot réellement obtenu, ça va être dans les alentours de 50. Donc, en fait, il va y avoir une erreur très importante sur ces fichiers-là. Et c'est ces erreurs-là très importantes qui font augmenter la moyenne qu'on obtient de manière assez importante. Et si, en fait, on ne prend pas ces fichiers-là en compte, en fait, on obtient un score beaucoup plus précis lorsqu'on ne prend pas en compte les accents. Donc, déjà, ça veut dire que les accents posent beaucoup de problèmes au système de reconnaissance automatique de la parole. Et deuxièmement, c'est actuellement, nous, avec notre méthode, on ne peut pas du tout prendre en compte les accents parce qu'on étudie en fait que l'environnement sonore. Et ça montre des pistes futures de travaux. Donc, pour conclure, on a étudié l'impact de l'environnement sonore pour le bruit, la réverbération et la superposition avec parole et musique. On a créé
j'ai créé de nouveaux paramètres liés à ces environnements pour chaque condition de bruit. Le SSF pour le bruit, l'excitation behavior pour la réverbération et la densité et la proximité de partiels pour les cas de superposition. On a obtient un résultat de prédiction de border array qui est probant. On obtient aussi des résultats qui sont indépendants de la langue. Par exemple, nous, toutes nos expériences, on les avait fait pour de l'anglais et lorsqu'on a testé, on l'a fait pour du français. Donc ça, c'est très bon signe. Vu qu'on étudie que l'environnement sonore, normalement, le langage ne doit pas grandement influencer la prédiction. Et enfin, dernière chose, c'est que la prédiction, a priori, elle est possible. Parce que, en fait, à ma connaissance, il n'y avait pas eu de travaux faits sur la prédiction avant décodage, avant mes travaux. Et donc, on ne savait même pas si ça allait être possible et si on allait pouvoir obtenir des résultats satisfaisants. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que c'est possible. Maintenant, sur les perspectives que donnent en gros mes travaux. Premièrement, on peut utiliser donc nos paramètres acoustiques pour des méthodes d'estimation a posteriori pour améliorer leur précision. Ce qu'on aimerait faire aussi, c'est faire une sélection automatique du meilleur système de reconnaissance automatique de la parole. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire, de vérifier si une sélection automatique peut être faite. Ensuite, on aimerait aussi étudier le lien entre la qualité de la transcription et le temps de correction. Et enfin aussi, on aimerait, pour des pistes d'amélioration du système de prédiction a priori, on a identifié plusieurs pistes. Donc, on a différents facteurs qui vont avoir un impact sur le taux d'erreur mot. Donc, on a l'environnement sonore qu'on a étudié lors de nos travaux. On a les aspects linguistiques qu'on ne pourra jamais, travailler dessus parce qu'en fait, on est avant décodage. Ensuite, on va avoir des informations sur la capture et stockage audio, la variabilité du matériel. Nous, on est dans un cas où le microphone est inconnu, donc on peut avoir aucune information dessus. Ensuite, par contre, on peut avoir des informations sur la saturation, le débruitage et la compression avec perte. Il y a des études, donc, j'estime que le gain serait faible en termes de prédiction. Mais par contre, il y a déjà des mesures existantes qui pourraient fonctionner pour essayer de mesurer ça. Ensuite, ce qui peut avoir un impact sur le taux d'erreur mot, ça va être la manière dont parle le locuteur. Donc, la vitesse d'élocution, l'émotion et le type de communication. Donc, par type de communication, c'est parole lue, spontanée et conversationnelle. Donc ici, je pense aussi que les gains seraient finalement assez faibles, même pour le type de communication. Parce qu'aujourd'hui, les corpus sont appris sur des grands corpus de paroles spontanées et ça fonctionne bien aussi dans ces cas-là. Et les mesures seraient complexes à mettre en œuvre en analysant uniquement l'acoustique. Et enfin, il y a le locuteur qui va avoir beaucoup d'impact sur le taux d'erreur mot en fonction de son âge et de son sexe. Donc, pour l'âge, la parole d'enfant, par exemple, fonctionne mal. Et le sexe, on sait que les femmes ont de moins bons scores que les hommes. Ça peut être lié à différents facteurs comme une sous-représentation dans les corpus, etc. Donc là, je pense qu'on peut avoir des gains modérés et les mesures sont déjà existantes. Donc c'est vraiment la première chose qu'on pourrait tester rapidement pour améliorer les scores. Et enfin, il y a le cas des accents qu'on a surtout remarqué qui posait problème sur le test méthode qu'on avait fait. Là, je pense que les gains seraient très importants. Par contre, la mesure serait très complexe à mettre en œuvre parce qu'il faudrait créer une mesure qui détecte à quel point un accent pose un problème pour les systèmes de reconnaissance automatique de la parole uniquement d'un point de vue acoustique. Et je pense que ce serait une mesure très compliquée à mettre en œuvre et qui pourrait même, être étudiée dans toute une thèse, je pense. Enfin, en dernière perspective, il y a aussi, lorsqu'on a fait notre étude sur le bruit, on a conçu une méthode de séparation de parole de bruit avec des masques binaires. Et en fait, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de concevoir une méthode de débruitage avec cette méthode-là. Donc, pour vous faire écouter un exemple de parole bruitée. Trade Representative Yoder warns that the US. Et là, c'est la parole qui a été séparée. Trade Representative Yoder warns that the US won't back off its push for trade reductions. Oups, désolé. Donc, en fait, la méthode des masques binaires pourrait être poussée. Après, il y a toute une communauté aussi qui travaille dessus, mais je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Parce que notre méthode, elle est un peu différente de ce qui est utilisé habituellement.
Ensuite, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mesurer l'intelligibilité. Donc, en fait, il y a un fort lien de corrélation entre l'intelligibilité et en général les performances obtenues par des systèmes de reconnaissance automatique de la parole. Donc, nous, on a vérifié que nos mesures fonctionnaient bien pour prédire le taux d'erreur mot, mais ça pourrait être intéressant de vérifier à quel point ça permet de bien informer sur l'intelligibilité. Et enfin, ça pourrait être aussi de créer un système de classification, paroles superposées, musique, bruit. Lorsque de notre étude sur la superposition, en fait, on avait remarqué que notre système permettait d'obtenir de très bons résultats pour savoir si la parole est propre, si la parole est présente avec de la musique ou savoir si la parole est présente avec de la parole. Et, et donc, en fait, on pourrait penser à ce système de classification avec nos paramètres, je pense. Et voilà, j'ai terminé. J'espère avoir été clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour la présentation qui était parfaitement chronométrée. On va passer donc aux questions. Je vais